Merci beaucoup pour cette introduction. Donc avant de commencer, je voulais signaler que le site des collections est un projet qui a été porté conjointement par la direction de la recherche et des collections, donc avec Anne Myrtille Renaud qui était chef de projet, Clara Baudry donc du côté de la sous-direction des systèmes informatiques, et donc Benoît Deshaies qui est à côté de moi pour la direction de la médiation et de la programmation culturelle. Donc on est actuellement en phase de maintenance et je viens juste d'arriver sur le projet, donc on continue de travailler dessus avec Benoît. Donc pour cette présentation, on va brièvement évoquer les grandes lignes du projet collection et on fera plusieurs focus sur quelques points précis qui portent spécifiquement sur la question des données. Donc les alignements des artistes qu'on a fait entre nos différentes bases, les identifiants ARC qui ont été mis en place et les différentes possibilités de récupération de données qui sont proposées sur le site. Et enfin, donc, la question de la découvrabilité des collections. Donc, collection en ligne, c'est une base qui a été pensée pour être une base documentaire de référence. Donc, on a actuellement 490 000 notices d'objets publiées, qui proviennent de nos bases de gestion des collections. On a 31 000 notices qui sont des œuvres exposées et on a environ 700 000 images téléchargeables. Donc elle est accessible depuis mars 2021. Donc les principaux enjeux, c'était de mettre à disposition de la communauté scientifique, mais aussi d'un public plus général, des informations scientifiques sur les collections du musée. Aujourd'hui, on a 73% des collections qui sont en ligne. Et parmi les œuvres exposées, on a 98% des œuvres exposées dans les salles qui sont en ligne sur le site. Donc l'objectif, c'était vraiment de proposer une interface de consultation web avec des fonctionnalités similaires aux autres grands musées internationaux. Donc les grandes lignes de l'architecture technique du site des collections. En fait, donc, comme je l'ai dit, on récupère les données de deux bases de gestion des collections. La première, c'est Museum Plus. Donc, c'est une base de gestion de l'ensemble des départements du musée hors art graphique. Et elle gère aussi les collections du Musée national Eugène Delacroix. Donc, on a choisi de reprendre les règles de publication qui existaient déjà vers un site un outil intranet qui est un site des collections internes. Et donc en fait, la base Museum Plus alimente en données le site des collections. En fait, elle expose ces données publiables au format JSON. Et on a également donc la base de gestion du département des arts graphiques qui avait déjà une interface publique et qui, elle, expose ces données au format XML. Donc, notre critère de publication pour la récupération de ces données, c'est qu'elles doivent, à minima, avoir une image juridiquement publiable et un numéro d'inventaire. Donc, à la mise en place de collections en ligne, on avait initialement la base Atlas. Donc, on a fait des redirections automatiques vers le site des collections et il y a une des publications complètes de la base Atlas. Donc, en fait, le site des collections actuellement, ça permet de rassembler les notices art graphiques et les autres collections du Louvre pour la première fois. Et donc, ça nous permet quand même d'effectuer des recherches transversales sur toutes les collections du musée. Donc, vous en doutez, la provenance de deux bases de gestion a nécessité un travail d'alignement assez important que Benoît va vous présenter. Merci beaucoup, Anne-Laure. En effet, agréger les données, c'est avoir une problématique de réconciliation, d'alignement dans des entités documentaires qui proviennent de ces bases-là. Et pour ce qui concerne ce projet des collections du musée du Louvre, il est apparu de façon assez immédiate qu'on allait avoir un enjeu très fort sur les entités artistes, puisqu'on a des entités artistes qu'on va retrouver à la fois dans une des bases sources, base Museum Plus, et également dans l'autre base source de la base de données des arts graphiques, et que ça allait nous poser des enjeux forts en termes de fonctionnalité et d'usage pour les utilisateurs, avec ce besoin premier qui est déjà d'avoir une seule entité artiste dans les facettes,
Enfin, c'est un besoin secondaire. Le deuxième, qui serait peut-être plus important, ça serait d'avoir une cohérence de l'affichage sur les formes de nom de ces entités artistes. Et à partir du moment où ces entités auront été alignées, on aura également la possibilité d'avoir une indexation améliorée avec des possibilités de rebond, notamment depuis les notices, vers l'ensemble des œuvres liées à ces artistes, indépendamment des bases sources. En gros, cette logique documentaire, de concepts différents dans les bases sources, doit être transparent en fait pour les utilisateurs, donc à charge pour nous d'aligner ces entités. La méthode qui a été choisie a été de passer par Wikidata via OpenRefined. Alors, c'est pas très original aujourd'hui. Hein, tous ceux qui l'ont essayé l'ont adopté, puisque finalement, ça offre un intérêt majeur. OpenRefined est un outil largement éprouvé dans le domaine. On bénéficie de métadonnées très riches. On a et structurées. Hein, on va aller piocher dans Wikidata des métadonnées très riches, que ce soit des lieux de vie, des occupations, des dates de vie, et également des formes de noms. En fait, très riche, puisque Wikidata agrégeant déjà énormément de données, on y retrouve notamment toutes les formes de noms du LAN, qui, comme vous le savez peut-être, sont très nombreuses. Et donc, faire des alignements d'entités personnes vers Wikidata via OpenRefine est généralement très pertinent, comme on a pu d'ailleurs le constater sur ce qui a été mis en œuvre sur ces alignements. Notre idée a été plutôt non pas d'aligner les deux bases directement entre elles, mais de les aligner chacune vers Wikidata. Et quand on avait finalement des alignements qui étaient similaires, si on prend par exemple Léonard de Vinci, les deux étaient alignés vers l'élément Wikidata Q762, donc a priori on pouvait en déduire par inférence que l'entité Museum Plus de la première base Museum Plus correspondait à l'entité de la seconde base des arts graphiques. On a aussi utilisé cette méthode en se disant qu'il y aurait sans doute un intérêt secondaire à utiliser Wikidata. Et en effet, Wikidata nous permet, en tant que pivot d'alignement, tiers pivot d'alignement, de bénéficier également d'alignement vers d'autres ressources, que ce soit le BNF, l'ULAN, l'ISNI, Joconde, les vocabulaires Joconde justement, ou encore les entités artistes de la base Agora, plus d'autres métadonnées. Alors, on a fait ces alignements, ces propositions d'alignement, et il s'agissait ensuite de les valider. On a fait une pré-validation avant de soumettre une validation plus experte à l'expertise scientifique du musée, puisqu'il s'agit quand même pour le site des collections d'exposer les notices d'autorité du musée. Donc on a développé un outil en interne qui s'appelle Janus, qui permettait donc à la coordinatrice scientifique de valider les alignements qui ont été proposés. On a récupéré les informations des deux bases sources, mais comme on s'appuyait sur Wikidata, forcément, on pouvait aussi récupérer d'autres informations. Donc on a pu, vous voyez, sur cette entité Camicoro, on a pu faire des alignements vers Agora, le Bénézite, et le ULAN, l'artiste Joconde, faire un lien vers Pop aussi, qu'on a pu émuler. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt d'utiliser Wikidata comme hub d'identifiant, puisqu'on pouvait aussi faire des renvois vers d'autres ressources documentaires, des salles de vente, d'autres musées, un certain nombre de choses. Cette méthode, elle nous a permis aussi de faire redoubler. J'amène de l'eau moulante sur l'intérêt de ces problématiques d'alignement avec des référentiels, sur ce qui vient d'être dit à propos de votre projet, très intéressant. C'est que ça remontait, on l'a même pas cherché, mais ça nous a remonté des dizaines de doublons en fait, qui étaient pourtant cherchés dans la base, mais qu'on a pu retrouver dans ces jeux, et donc de les nettoyer. Ça a pu permettre aussi d'enrichir parfois les bases de données métiers sources. Non pas directement via Wikidata, mais via les autres bases auxquelles on accède par l'identifiant Wikidata. Donc là, on est sur la notice Camicoro, on peut remonter vers les bases qu'on peut voir là à l'écran. Et également, ça permet à la documentation scientifique parfois de participer à l'établissement de libellés vedettes. Alors certes, ils sont toujours liés à un contexte de production éditoriale qui est celui de la base,
de la conservation et de l'inventoriage d'une collection dans un contexte muséal particulier. Donc il peut y avoir des variations. Néanmoins, en pratique, un documentaliste a souvent besoin de savoir quelle est la forme de nom généralement utilisée. Et donc, ça permet de consolider ce type de données en s'appuyant sur ce qui a pu être établi dans d'autres bases métiers. Donc finalement, l'intérêt a été très pertinent de passer par cette méthode. Et au final, on ne récoltait que deux choses, hein, un identifiant d'une des premières bases avec un autre identifiant d'une deuxième base. On y a quand même ajouté l'identifiant Wikidata qu'on retrouvera dans les données structurées exposées sur le site. Et je te repasse la parole, Anna. Donc, on voulait aussi aborder avec vous la question des identifiants ARC. Donc, les ARC, pour rappel, c'est un système d'identifiants pérenne qui permet de garantir l'identification d'une ressource sur un temps long. Donc, il y a vraiment un engagement institutionnel derrière la mise en place de ces identifiants, puisque l'objectif, c'est vraiment de garantir la permanence de l'accès aux ressources du site. Donc le choix qui a été fait pour collection en ligne, c'est que chaque notice d'œuvre dispose d'un identifiant unique et pérenne, donc présent dans son URL. Pour l'instant, c'est uniquement les notices d'œuvre. On aurait pu imaginer que ce soit sur des concepts ou des images. Mais pour l'instant, c'est uniquement les notices d'œuvre, puisque c'est là-dessus qu'on peut s'engager pour le moment. Ce sera certainement envisagé lorsqu'à terme, on publiera des notices personnes, par exemple, des notices artistes. Donc nos identifiants sont semi-opaques, c'est-à-dire qu'ils sont signifiants pour nous pour instruire des problématiques en interne, mais ils ne sont pas significatifs pour les utilisateurs externes. Donc on a un préfixe qui est dédié aux collections du Louvre. On a une distinction possible dans le numéro pour nous qui nous permet de faire la distinction entre la base des arts graphiques et Muséum Plus. Et ça nous permet aussi de repérer de quelle notice il s'agit en interne. Donc c'est très opaque à l'extérieur et c'est très compréhensible pour nous. Et ça facilite grandement le travail de maintenance. Donc par exemple, sur l'exemple que vous avez, 533-55, on identifie l'établissement Louvre. CL, ça correspond aux collections du musée du Louvre. Et 01 pour nous, c'est la base Muséum Plus, et la notice 0065 872 renvoie en fait à l'identifiant qui est dans notre base de gestion. Donc on voulait aussi vous présenter les possibilités de récupération de données sur le site. Donc toutes les données textuelles sont sous licence ouverte. Donc, c'est-à-dire que chacun est libre de réutiliser l'information pour tous les usages, donc y compris commerciaux, sous réserve d'en mentionner la source, évidemment. Et donc, on a plusieurs possibilités de récupération des notices collections. Donc, au niveau de la notice, on peut récupérer un PDF simple. Et on a aussi une exposition des données au format JSON. Donc, ce qui permet de rendre lisibles en fait, ces données par d'autres programmes informatiques qui souhaiteraient récupérer les informations du site. Donc, il y a une documentation sur ces JSON qui est disponible sur le site des collections. Et enfin, on a une possibilité de récupérer au format CSV des résultats de recherche. Donc, c'est là, merci. Donc avec une limite quand même de 5000 entrées. Donc par exemple, dans l'exemple que vous avez ici, ce sont les œuvres qui sont présentes dans les salles de la Grande Galerie, et donc il est possible de les récupérer au format CSV. Donc ça contient par contre les informations vraiment de base des notices, donc à savoir l'identifiant unique qu'on a mis en place, le titre, l'auteur, la date de création, les numéros d'inventaire et la collection à laquelle sont rattachés les objets. Donc je te laisse finir sur la découvrabilité, Benoît. Ça marche, merci. Alors l'enjeu premier de ce site des collections était bien sûr de donner accès aux notices d'autorité des collections du musée, hein,
dans la continuité de nos missions premières. Il s'agissait également de favoriser la découverte et l'exploration des collections du musée. Donc ça se faisait d'un point de vue éditorial avec la mise en avant d'albums éditoriaux. Il y avait également une zone de recommandation qui se situe en dessous de la notice d'autorité produite par l'expertise scientifique du musée, qui a pour but de favoriser la découverte et l'exploration. Et il faut reconnaître que c'est quelque chose dont on n'avait pas du tout satisfait dans la forme actuelle. Là, je vous donne un exemple, je n'ai pas eu à chercher longtemps. C'est une œuvre majeure du Louvre, c'est un tableau de Delacroix que vous connaissez. Et c'est vrai que ces suggestions, certainement les documents sont intéressants, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'on s'attendrait à trouver. Ce n'est pas forcément ça qui va donner envie de rebondir. Ce n'est pas une interface des plus simples, finalement, puisqu'il y a encore de la typologie de recommandations, du même artiste, du même type, ou du même album, ou de la même période. Et on voit qu'il y a peu de pertinence, il y a beaucoup de redondance dans nos suggestions. Et c'est quelque chose qui est très insatisfaisant. Et on avait suivi avec beaucoup d'intérêt la mission franco-québécoise sur la découvrabilité qui avait eu lieu. Et quand on a vu passer un appel à projet sur la découvrabilité, des contenus francophones, on a tout de suite pensé que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour ce projet du site des collections. La découvrabilité, les objectifs dans ce domaine-là vont être de favoriser le référencement dans les services existants et également de proposer des alternatives de valorisation. Alors c'est vrai que sur le référencement dans les services existants, là, pour le coup, ça marche très bien. On arrive assez facilement sur le site collection, il est très bien référencé. Par contre, sur la deuxième partie, là, on a vraiment beaucoup de progrès à faire. Et donc, on a pensé à un projet porté par la société Ecarnix qui nous avait présenté à un moment cette possibilité d'utiliser un moteur de recommandation multimodal. L'idée, c'est non pas d'avoir plusieurs critères de recommandation, mais d'avoir un seul lot, d'avoir une interface simple qui va permettre d'avoir accès directement à un lot de notices qui vont correspondre finalement à de multiples critères et de multiples objectifs éditoriaux, en sachant aussi qu'il convient de l'ajuster par rapport à des objectifs éditoriaux de recommandation, ce qui est notre cas pour le musée du Louvre. On a vraiment cette volonté de favoriser la découverte des œuvres des autres départements. Voilà, par exemple. Mais il n'y a pas que ça comme recommandation attendue. Il y a aussi, on attend généralement de pouvoir rebondir sur des œuvres proches ou des œuvres un petit peu éloignées. Enfin, c'est une distance à établir. Et si on veut s'éloigner aussi, favoriser la découverte et l'exploration des œuvres des autres départements, ça va être un enjeu documentaire très fort, puisque c'est pas toujours le même type de documentation, c'est pas toujours les mêmes types de vocabulaire. Donc voilà, tout l'enjeu de ce projet va être de surmonter ces difficultés documentaires pour arriver à favoriser cette découverte et cette exploration des contenus. Donc on a déposé une candidature pour cet appel à projet et qui est donc porté par Kernix, et on a appris très récemment que le projet a été retenu par le ministère, qu'on remercie pour ce soutien, et c'est un projet qu'on a hâte de démarrer. Merci beaucoup.